Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Olympiennes et Olympiens. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui le 29 février, bientôt mars. Et oui, bientôt mars, les amis, c'est bientôt l'été. Mais c'est surtout bientôt quoi? Bientôt le printemps. Et aujourd'hui, on va parler justement de Ghislain Printemps. Voilà, c'était bien joué de ma part, une petite phrase pour amener tout cela devant. Donc on va parler bien sûr de Ghislain Printemps, notre fidèle, le fidèle adjoint de notre coach préféré Jean-Louis Gasset maintenant. Donc les Tontons Flingueurs font ravage à l'Olympique de Marseille depuis 2 rencontres, en espérant que ça continue. Mais on va voir un petit peu comment il fonctionne et comment il a fonctionné dans le passé du côté de Bastia. On va voir un petit peu la personnalité de plus près, avec plusieurs arcs, plusieurs flèches dans son arc, ou dans son carquois, je ne sais pas comment on le dit. En tout cas, on va voir un petit peu comment c'était son passage du côté de la Corse. Et avant cela, comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement, si ça vous plaît comme contenu, n'hésitez pas. Et on y va tout de suite sur quoi, les amis? Sur l'introduction. Alors on va sur quoi? Comme d'habitude, l'éphéméride. Donc aujourd'hui, nous sommes donc le 29 février. D'ailleurs, d'abord, bon anniversaire à ceux qui sont nés le 29 février. Si toi, tu es né le 29 février, et si toi aussi qui me regarde, tu es né le 29 février, je te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeuse fête aussi à tous les Augustes ou Augusto pour les latinos. Voilà, donc on a un seul joueur olympien, ancien olympien, qui est né donc le 29 février, c'est Gunnar Johansson, donc un Suédois né en 1924, qui est décédé depuis, et qui a joué dans les années 50 du côté de l'Olympique de Marseille, entre 1950 et 1958. Alors, j'ai regardé assez vite sa carrière, donc il a eu 2 sélections avec la Suède en Coupe du Monde, lors de la Coupe du Monde 1950, où ils ont terminé 3e, donc sur le podium. Avec lui, dans l'équipe de l'Olympique de Marseille, à l'époque, il y avait une grande légende de l'Olympique de Marseille. Celle-là, pas besoin de se renseigner pour la connaître. Et je vous demande, voilà, c'est la question du jour, pour rentrer dans la roue du maillot, pourquoi pas pour dans 1 ou 2 ou 3 mois. Quel est le nom de l'autre Gunnar suédois qui a été nationalisé français, je crois peut-être, qui est décédé du côté de la ville de Marseille et qui s'appelait donc Gunnar de son prénom? Quel est l'autre nom de joueur suédois passé par l'Olympique de Marseille autrement que Johansson? Allez les amis, on va sur quoi? On va sur le live de samedi. Nous sommes à 26 petits pouces et on n'est pas loin avec un G comme je l'ai mis là de 28. C'est le record, n'oublions pas, avant le live. On peut le battre. Aujourd'hui, je pense qu'il va être battu et pourquoi pas atteindre 30, 40 ou 50. Allez, les 100 ça va être compliqué, mais si vous êtes capable de mettre 100 likes sous cette vidéo là, pourquoi pas sur le live de samedi, qu'on passe un bon moment ensemble. Allez, autre chose, maintenant on enchaîne avec un truc qui est pas mal, c'est quoi? C'est surtout l'objectif match partie 2 de la saison 2023-2024 avec notre cher coach Gasset qui nous parle et on va écouter ensemble juste les 10 premières secondes. Je mets les écouteurs pour l'écouter avec vous, pour voir ce qu'il nous dit coach Gasset. On y va, let's go. Vous êtes prêts? Allez, on écoute ça, let's go. Écoutez bien. Pour me demander si j'acceptais sur 4 mois de changer la situation, de bien finir la saison, de remettre Marseille au niveau où il doit être. Ça m'a pas... Voilà, donc je vous mets que le début et vous avez la diffusion en direct ce soir, donc ce soir parce que c'était marqué hier soir, ça demain ils disent donc aujourd'hui à 19 h sur Twitch pour ceux qui sont sub. Donc si vous avez un Prime à utiliser, je vous conseille de l'utiliser sur OM officiel. À la limite, je vous mettrai peut-être le lien dans la description si vous voulez y aller dessus, n'hésitez pas. Voilà, donc il faut être sub. Donc il faut soit payer, soit avoir un Prime pour, pourquoi pas, regarder la diffusion du reportage. Donc objectif match 23-24, la saison 23-24, partie 2. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? Ben, justement, on a parlé de Gasset. Et ben on va voir son coach, son adjoint, pardon. On va voir son adjoint tout de suite. Allez, on y va, let's go. Revoir un printemps du côté de la Provence, l'article que je vais vous lire et je vais donner mon avis dessus, les amis, on y va tout de suite. Alors, Revoir un printemps, c'est le titre. Fidèle adjoint de Jean-Louis Gasset, le Montpellierin de 62 ans, débarque à Marseille dans la peau du numéro 2. Au Sporting Club de Bastia, 10 ans plus tôt, il avait brillé en tant qu'entraîneur principal et on fait un flashback. Comme ça, on va voir un petit peu plus la personnalité. On a vu un petit pan, une petite partie, voilà, un côté de la personnalité
de Jean-Louis Gasset hier ou avant-hier, je ne sais plus quand c'est que je l'ai fait. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur son adjoint. Voilà, il est très important. Les deux sont de pair et on va voir un petit peu la personnalité. On y va? C'est parti. Alors, on y va, on ouvre ça. Alors, c'est un petit peu trop petit peut-être pour vos petits yeux. Je vais agrandir un petit peu l'écriture. Tchac, tchac, tchac. Dites-moi dans le chat. Non, il n'y a pas de chat. Aujourd'hui, c'est une vidéo. On y va? Allez, revoir un printemps de Jean-Claude Leblois pour l'article. Entraîneur du SCB, donc Sporting Club de Bastia, de novembre 2014 à janvier 2016, Ghislain Printemps a laissé un excellent souvenir à Bastia, où il a réussi à maintenir le club en Ligue 1 et à disputer une finale de Coupe de la Ligue. Ça, je m'en souvenais pas qu'il avait fait une finale de Coupe de la Ligue avec Bastia. Allez, je vous lis tout ça et je vous donne mon avis quand je dois m'arrêter dessus. OM, fidèle, adjoint de Jean-Louis Gasset, le Montpellierin de 62 ans débarque à Marseille dans la peau du numéro 2. Au Sporting Club de Bastia, 10 ans plus tôt, il avait brillé en tant qu'entraîneur principal. Flashback, c'était le titre du début. À l'OM, un entraîneur montpellierin peut en cacher un autre. Mais Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps marchent côte à côte. D'ailleurs, voilà, je tenais à m'arrêter, j'aurais dû m'arrêter au début. C'est un adjoint. Il est l'adjoint d'un adjoint, parce que Jean-Louis Gasset, il a toujours été, dans la grande majorité de sa carrière en tant que coach, il a été plutôt adjoint que vraiment coach premier. Et c'est pareil pour Ghislain Printemps. Donc c'est deux adjoints qui sont ensemble et qui forment tous les deux un coach. C'est comme si je vous mettais dans une addition. Si on fait un moins plus un moins, ça fait quoi? Ça fait un plus. Et pourquoi pas, ça fonctionnerait bien. Voilà, je l'ai vu ça comme ça. Quand l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, donc Jean-Louis Gasset, a accepté le défi marseillais, il a donc tout naturellement pris son fidèle adjoint avec lui. Comme c'était le cas de partout depuis 2017 et leur aventure commune avec le Montpellier Hérault Sporting Club suivront à l'AS Saint-Étienne, Bordeaux, les Éléphants et donc l'OM. Mais ce n'était pas leurs premières expériences partagées. Allez, je continue. Souriant à souhait et le teint hâlé, Printemps, 62 ans, a toujours baigné dans le ballon rond. Son père, disparu aujourd'hui, était entraîneur, tout comme son frère Jean-Claude, son sosie physique, également ancien président du district de Hérault. Estampillé Montpellier Hérault Sporting Club, l'ex-sportier à la modeste carrière amateur a rejoint le club montpelliérain en 1989 en tant qu'entraîneur des gardiens dans le staff d'Henrik Kasperzak, puis dans ceux d'Aimé Jacquet et de Michel Mézy, dont il est ensuite devenu l'adjoint. Donc il était entraîneur des gardiens en 1989, voilà, donc après sa carrière amateur, de faible niveau de ce qu'ils disent, il a été entraîneur des gardiens. Et ensuite, il est devenu entraîneur adjoint, après avoir été l'entraîneur des gardiens sous Aimé Jacquet, Michel Mézy et Henri Kasperzak. En tant qu'assistant, il a aussi bossé pour Gasset, Bernardet, Gilly, donc Gérard Gilly, qu'on a connu du côté de l'OM, Robert Nouzaré ou Jean-François Demergue, si je me souviens bien du prénom. Et il a fini par diriger la réserve, donc la réserve de Montpellier. En Corse, il récolte 5 voix au départemental de mars 2015. Donc il a fait de la politique. On va voir ça, comment ils en parlent dedans. Mais c'est en Corse où il a pris les rênes du centre de formation du Sporting Club de Bastia en 2010, qu'il a connu sa première expérience professionnelle dans la peau de numéro 1. Quelques années avant son passage chez les Verts. J'en garde un souvenir très positif, car si on se sauve en Ligue 1 et qu'on fait une finale de Coupe de la Ligue, on le doit en grande partie à Ghislain, rembobine François Modesto. François Modesto, c'était un défenseur, je ne sais pas s'il joue encore, il était du côté de Monaco, je crois même qu'il a été formé à Monaco, peut-être, d'origine corse aussi, à moins que je me trompe. Hein. On était avant-dernier, il nous dit François, quand il a pris l'équipe en main, en novembre 2014, en remplacement de Claude Makelele. Et oui, Claude Makelele. On s'en souvient, il avait fait un court passage du côté de Bastia. D'ailleurs, il n'entraîne plus depuis. Il s'était complètement vautré. Voilà, c'était une expérience manquée de la part de Claude Makelele. Ancien Olympien aussi. Tiens, n'hésitez pas à me dire, en quelle année a joué Makelele à l'Olympique de Marseille? Il était déjà à Bastia, donc en parlant de Ghislain, avec les jeunes, mais il a mis tout de suite de la bonne humeur avec son staff, dont François Ciccolini. Il a été droit. Il nous a mis devant nos responsabilités d'homme et ça nous a touché au plus profond. Un petit peu comme Jean-Louis Gasset finalement quand on regarde bien. C'est le côté humain. Voilà, le côté humain. Ils sont tous les deux. Donc humain, moins, ça fait plus. Comme Jean-Louis Gasset, voilà justement, c'est un mec qui s'est rentré dans la tête des joueurs. On a fait un miracle grâce à ses qualités psychologiques et tactiques. D'ailleurs, en pensant de ça, le côté humain des choses, il rentre dans la tête des joueurs. N'oublions pas ce qui avait été relayé il y a 2-3 jours, que je vous ai relayé dans la quotidienne, qui s'est intéressé aux remplaçants pendant que Gasset s'occupait de l'équipe type.
Il les a un petit peu reboostés, que ce soit Ismail Assar, Iliman Ndiaye et d'autres qui vont rejouer dans pas longtemps peut-être. Pape Gueye par exemple. Il les a reboostés et on a vu le résultat sur le terrain. Et même, il s'est renseigné sur les équipes de jeunes. Pourquoi pas pour l'année prochaine, on ne sait jamais si ça fonctionne bien. On peut le croire, on peut le croire. Alors, je vous lis la suite. On a fait un miracle grâce à ses qualités psychologiques, nous dit François Modesto, et tactiques. On a terminé 12e et on a éliminé de grosses équipes comme Monaco pour arriver en finale de la Coupe de la Ligue perdue contre le PSG 0-4. D'ailleurs, la causerie d'avant-match de Ghislain contre l'AS Monaco est l'une des meilleures que j'ai entendues dans ma carrière. Il nous a mis dans la tête qu'on était vraiment fort et qu'on pouvait battre Monaco. On en avait presque les larmes aux yeux. Et c'est ce qu'on a fait. On est entré sur le terrain sans aucun complexe face au Grand Monaco. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que fait Gasset. C'est exactement les mêmes choses. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Je crois que c'est son adjoint, un de ses agents à Gasset qui avait dit de Gasset qu'il le voit bien aller voir Amin Harit lui dire qu'il est meilleur que Ben Arfa qu'il a eu sous ses ordres. Vous en souvenez de ce que j'ai dit? Et c'est pareil ce qu'il fait Ghislain Printemps. Donc ils ont le même fonctionnement et c'est peut-être pour ça qu'ils travaillent ensemble depuis des années. Ça fonctionne bien ensemble, donc autant continuer. Je ne l'ai jamais recroisé depuis, nous dit François Modesto, mais ce qu'on a vécu avec Ghislain, c'était énorme, extraordinaire. On a fait monter 30 000 Corses à Paris. Ah, c'est énorme quand même, quand on sait que la Corse, en habitant... je ne sais pas combien il y a d'habitants de Corse, les amis. Tiens, ceux qui sont Corses dans les commentaires, n'hésitez pas, tiens, s'il y a un Corse dans les commentaires qui le disent, et combien il y a d'habitants en Corse, voilà, surtout du côté de Bastia. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Se souvient l'ancien défenseur François Modesto, aujourd'hui directeur technique de Monza. Voilà, donc il joue plus, il est du côté de Monza, donc c'est en Italie. Et il est directeur technique, donc félicitations à lui. Je continue. Discret, fidèle, en amitié et pudique, à la fois père fouettard et papa poule, avec ses joueurs comme cet affectif se décrit lui-même, Printemps est si apprécié en Corse qu'il a même recueilli une poignée de suffrages aux élections départementales de mars 2015. Une île de beauté où il retourne souvent après y avoir vécu pendant 6 ans, notamment pour voir son fiston Florian. Analyste vidéo au Sporting et entraîneur des gardiens de l'académie. D'ailleurs, moi je suis allé en vacances une fois du côté de Bastia, pas loin. Alors c'était dans un petit village qui s'appelle Vignal et j'ai passé à peu près une semaine. Franchement, j'ai passé une bonne semaine, voilà, une très bonne semaine. Je suis allé aux plages de l'île Rousse, pour ceux qui connaissent. J'ai passé une bonne semaine. Bon, c'était juste pour la petite anecdote. C'est ce qu'il a fait en janvier, après le retour mouvementé de la CAN. Il est passé donc du côté de la Corse, il allait se ressourcer en Corse avant de signer avec Gasset du côté de l'ON. Il a laissé un très très bon souvenir à Bastia, à Bonde, Jean-Paul Capuri, comment je l'ai dit, Capuri, ancien confrère de Corse Matin qui suivait le Sporting. Il est très paternaliste, mais pour moi, c'est surtout quelqu'un qui sait s'adapter à l'effectif dont il dispose, qui n'hésite pas à changer de schéma selon les blessures ou les suspensions. Voilà, franchement, ils s'entendent bien avec Jean-Louis Gasset, de tout ce que je lis là, ça ressemble et les deux, c'est père comme père. Hein. Je me souviens de la victoire contre le PSG. Bastia était mené 2-0 après 20 minutes, mais a fini par gagner 4-2 avec un doublé de Palmieri. Laurent Blanc était l'entraîneur avec Jean-Louis Gasset en adjoint, du côté des Puputes, du côté de Paris. Avant le match, un journaliste de Canal+ a demandé la composition bastiaise à Printemps et est allé la donner à Blanc. Mais Printemps a vu le manège et il a modifié son 11 de départ. Oh, le petit filou, le petit filou, Ghislain Printemps. Donc apparemment, on est allé donner la composition bastiaise du côté des Puputes, du côté de Laurent Blanc qui était coach de Paris à l'époque. Printemps a vu le manège et il a modifié son 11 au dernier moment. Se marre-t-il. On a gagné 4-2 alors qu'on était à la rue. On avait des absents et nos attaquants étaient à la canne. On a joué avec Romaric et Maboulou, 2 milieux de terrain devant. Romaric, très très bon milieu de terrain à l'époque. Il avait une grosse frappe. Je crois qu'il était même gaucher. Pour ceux qui se souviennent, est-ce que vous vous souvenez? Donc personne ne comprenait ce choix dans le vestiaire, mais ça a marché. Souris, Modesto, buteur ce soir-là. Et qui prolonge, le côté humain est très important, mais il n'y a pas que ça. J'insiste sur l'aspect tactique car il était très bon. Et d'ailleurs, on se demande si c'est pas lui qui fait presque les tactiques et les mises en place à l'entraînement. C'est ce qu'on a vu plusieurs fois sur les photos, sur le compte officiel de l'OM que je vous ai montré à chaque fin de vidéo. Et ben on a vu que c'était plutôt Ghislain Printemps qui était au milieu de tous les joueurs. Est-ce que c'est pas lui qui met toutes les mises en place tactiques? On peut le penser aussi. Donc c'est deux tacticiens qui sont ensemble et c'est peut-être l'adjoint qui fait presque le plus gros du boulot de tactique. Après, à mon avis, celui qui fait les derniers choix, c'est Jean-Louis Gasset. C'est lui qui est devant. Allez, je continue. J'insiste sur l'aspect tactique car il était très bon. On jouait
parfois à 3 derrière, parfois à 4, en fonction des matchs. On allait presser très haut. Tactiquement, c'était travaillé. Il décidait tout, mais il s'appuyait sur les anciens comme moi. Cahuzac, ah oui, Cahuzac, Yannick Cahuzac, Toto Schilacci, Jean-Louis Leca, qui sont passés par Lens, les trois, non, Schilacci, non. Il était tout le temps dans l'échange, on se régalait et on allait s'entraîner avec le sourire. Et on va finir, je crois que c'est la fin peut-être. On avait presque les larmes aux yeux après sa causerie avant la demi-finale de Coupe de la Ligue contre Monaco. François Modesto, ex de Bastia. Voilà, voilà l'article qui concerne Ghislain Printemps. Et on en connaît un petit peu plus de lui. Je ne savais pas qu'il était autant fin tacticien. Voilà, peut-être même meilleur qu'un Jean-Louis Gasset, puisque c'est lui qui fait les mises en place du côté de l'OM, encore une fois. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis sur Ghislain Printemps. Est-ce que vous pensez que c'est une personne très importante dans la paire qu'on a là du côté de la direction contingente, non je sais pas comment on le dit, bon bref, des deux coachs de l'Olympique de Marseille. Et là on le voit, il est plus jeune, hein, Ghislain Printemps, il avait plus de cheveux, donc il était plus jeune, voilà, il était plus jeune. Et il n'a pas des gants de gardien, on dirait? On dirait qu'il a des gants de gardien, non? Je sais pas, c'est bizarre un peu. Là. Bon, bref. Voilà, les amis. Donc, le programme, samedi, Clermont-OM. Jeudi 7, OM Villarreal. Dimanche 10, OM Nantes. Jeudi 14, Villarreal-OM. Et dimanche 17, Rennes-OM. Très, très gros match. Et après, ça sera la trêve. Il y aura la trêve internationale. Et après, on reviendra contre Paris. Donc, voilà l'enchaînement des rencontres. Avant qu'on en termine. Autre chose, on fait un petit point sur le classement. Il est où? Je l'ai vu tout à l'heure. Le classement, c'est maintenant et il est là. Voilà, la journée de Ligue 1, la 24e journée avec un Monaco-Paris. Donc c'est demain, vendredi. Reims-Lille pour samedi. Clermont-OM, on sera ensemble sur le direct, sur le live. N'hésitez pas à mettre le like et même là maintenant. Donc sur Canal+. Ensuite, il y aura Toulouse-Nice, Brest-Le Havre, Montpellier-Strasbourg, Nantes-Metz, Rennes-Lorient et Lyon-Lens pour terminer un beau match. Voilà. Donc l'OM est 9e au classement, 23 points avec, n'oublions pas, 7 points sur Nice. C'est notre place qu'on veut au moins atteindre. Voilà, pourquoi pas 4e, ça serait pas mal. Si on peut être même 3e, ça sera encore mieux. Mais voilà, donc si on est 4e, c'est pas mal. En tout cas, on n'est pas très loin des places européennes parce que la première place européenne, c'est Lens qui l'a et ils sont qu'à 3 points finalement. 3 points, c'est qu'un match, les amis. Avec la différence de but, on a plus 8, Lens plus 6, donc on est à peu près pareil. Rennes est à peu près pareil aussi. Il y a Reims qui a moins 1 en plus. Il n'y a que Lille qui a une différence de but. Et encore, c'est plus 5 et il reste encore 11 matchs. Donc on a largement le temps de rattraper tout ça. Donc Lille se déplace en plus à Reims. Regardez tous les résultats. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc concernant le dossier Ghislain Printemps, c'était le gros dossier de la vidéo. Et on revient sur l'autre écran comme d'habitude. Let's go cacao. Voilà, nous revenons là. Donc l'objectif match, c'est sur Twitch, OM officiel, ce soir à 19 h. N'hésitez pas, il faut être sub. Donc il faut payer ou le prime. Allez, on continue avec l'actualité. Et sur l'actualité, nous avons de bonnes nouvelles. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que Ruben Blanco est blessé. Je vous l'ai relayé hier, je crois. 2 à 3 semaines, voilà, donc 2 à 3 semaines, il va manquer. Et le remplaçant, eh ben finalement, c'est peut-être lui maintenant. Peut-être que lui va prendre même la place de Simon, peut-être sur le banc, peut-être. Donc c'est Aboubaka, le gardien de la Gambardella, qui est avec les pros. Donc le gardien des U19 à l'entraînement avec le groupe pro. Vous le voyez là, vous pouvez le voir même avec des photos plus claires. Hop, amorti de poitrine et une autre photo là. Le voici, le voilà. Voilà, Aboubaka Dosso, pourquoi pas dans l'avenir. Et imaginons, il est sur le banc contre Clermont. Et imaginons Paul Lopez se blesse. Imaginons il prend sa place, il fait une grosse partie, il arrête des pénaltys, à tout va et tout bordel. Et imaginons il prend la place de Paul Lopez. Non, j'y crois pas. J'y crois pas trop, mais ça pourrait se passer comme ça. Attention, n'oublions pas, Mandanda quand il est arrivé, même s'il est un peu plus vieux, il avait 21, 22 ans je crois. Je sais plus. 22 ans je veux dire. Quand il arrive du Havre, n'oublions pas que Carasso est le titulaire indiscutable. Carasso se blesse. Mandanda prend sa place et derrière Carasso ne reviendra plus. Voilà, il ne reviendra plus, il partira du côté de Bordeaux, Toulouse, je sais plus. Voilà, donc les amis, attention, tout peut se passer comme ça. Même Barthez, l'histoire de Barthez aussi, c'est un petit peu ressemblant aussi. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? On va sur ceci, cela. Ça, c'est même pas une actualité, c'est juste pour vous montrer que sur
le Twitter de l'OM, l'Olympique de Marseille, vous avez des, comment dire, des wallpapers pour vos téléphones portables. Voilà, c'est la dimension des téléphones portables. Vous pouvez avoir Aubameyang, vous pouvez avoir NDI. Et il y en a 2 autres aussi, juste en dessous. Voilà, je crois que celle-là, non, c'est pas celle-là, c'est... je sais plus où elles sont. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous avez des wallpapers, donc ce qui correspond à l'écran de vos téléphones, si vous avez envie d'avoir des photos plaisantes. Autre chose, maintenant on va partir sur l'actualité. Donc l'Olympique de Marseille, toujours invaincu au Vélodrome depuis le début de saison, après 17 rencontres. Donc 5 rencontres en Coupe d'Europe, en comptant le match contre le Pana, le match contre Brighton, Ajax, AEK d'Athènes et Shakhtar. 5 matchs, aucune défaite. Et en championnat, 12 matchs, aucune défaite. Il n'y a que 3 équipes dans le top 5 européen, donc le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, français, qui n'ont pas perdu à domicile, j'allais dire au Vélodrome, à domicile. L'OM, Leverkusen et Liverpool. Et ces 3 équipes, particulièrement, c'est étrange, ces 3 équipes d'Europa League. Voilà, donc qui craquera en premier? C'est la question. Eh bien tiens, répondez-moi dans le commentaire. Qui selon vous va craquer en premier à domicile? Est-ce que c'est l'OM au Vélodrome? Est-ce que c'est Leverkusen dans leur stade de la Bay Arena? Ou Liverpool dans leur stade d'Anfield Road? Allez, n'hésitez pas à répondre. Je continue maintenant. Concernant les supporters, encore une fois, les supporters marseillais pourront faire leur déplacement du côté de Clermont ce samedi. Un dispositif sera mis en place par la préfecture du Puy-de-Dôme pour encadrer la venue des supporters. Un peu plus de 600 vaillants feront le déplacement. Force à eux, voilà, pour le déplacement. 600, c'est un chiffre tout rond. J'espère qu'il y en aura peut-être plus dans le stade. Je pense que oui, vous le savez très bien, la communauté OM est implantée de partout en France, en Europe, dans le monde. Donc, à mon avis, il y en a 600 qui sont dans le COP, mais tout dans le stade. Alors, je ne sais pas combien il y a de supporters dans ce stade-là, la capacité. On va dire 20 000. S'il y en a 20 000, il y a les 600 dans le COP. Et sur les 20 000, il doit y en avoir 5 000 à mon avis, qui sont pour l'OM, à mon avis, franchement, qui sont disséminés à droite à gauche. Je ne sais pas si je dis un bon chiffre, mais n'hésitez pas à me dire combien selon vous il y aurait de Marseillais sur 20 000 dans le stade de Clermont, et je ne sais même plus comment il s'appelle, Gaston Montpied, je crois, un truc comme ça. Si j'ai le bon nom, n'hésitez pas à me le dire. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? Avec une information que je vous ai relayée au compte-gouttes hier, mais je vais vous préciser la chose, ça concerne Jonathan Klaus pour l'équipe de France. C'est l'OM aussi, hein, Jonathan Klaus, c'est un joueur marseillais. Alors, le staff de l'équipe de France a multiplié les échanges à la fin du mois de janvier avec Jonathan Klaus pour chercher les raisons du contexte avec l'OM. Du contexte, il y a marqué du, mais c'est pas grave. Du contexte avec l'OM puisqu'il était mis sur la liste des transferts, n'oublions pas. Si Klaus conserve pour le moment la confiance de Deschamps, il devra tout de même vite retrouver son rendement affiché au mois d'octobre, selon l'équipe. Voilà, donc s'il veut rester en équipe de France et qu'il veut faire l'Euro avec l'équipe de France, il va falloir qu'il remonte son niveau d'avant. Parce que là, en ce moment, il y en a certains qui étaient contents de son match face à Shakhtar, face à Montpellier. Moi, je trouve qu'il a fait quand même beaucoup d'erreurs, beaucoup de manque de passes précises ici et là. Certes, il a peut-être une passe décisive, je crois, contre le Shakhtar, mais j'attends plus de Jonathan Klaus. J'attends plus de précision de sa part. Voilà, donc offensivement, il peut apporter, c'est ce qu'on attend de lui en principal, mais derrière, qu'il ajuste un petit peu ses passes faciles. Voilà. Donc concentre-toi, Jonathan Klaus. En plus, il a coûté un penalty contre le Shakhtar. Voilà, donc ne fais plus de bourde. Reprends-toi. Délivre-nous des passes décisives pour Aubameyang ou pour NDI ou pour n'importe qui, on s'en fout. Mais fais-nous plaisir à l'OM d'abord. Et après, en équipe de France, tu iras tranquillement. Voilà, on t'excusera pour ce que tu as fait si tu nous donnes de bons résultats à l'OM avant tout. Allez, concernant l'OM, justement, jusqu'à la fin de saison, je vous fais une petite simulation. Regardez. Ma petite simulation d'ici la fin du championnat. L'OM terminera sur le podium, selon moi. Après, regardez comme je l'ai marqué là, ma simulation du classement Ligue 1 en fin de saison, version optimiste, même très optimiste. 28 points sur 33 possibles avec une victoire versus Paris. Fais la tienne ici. Voilà, je vous mettrai le lien là que j'ai mis ici, dans la description de la vidéo, sous la description. Et vous pouvez faire toute la fin du championnat de toutes les équipes. Voilà, donc je vous montre comment ça fonctionne. Ici, hop, voilà, vous faites tous les championnats. Par exemple, je clique ici, je mets Monaco, Paris. Imaginons, je mets match nul de 2. Voilà, 2. Et je vais là, ici, 2. Voilà, et vous faites tous les matchs comme ça. Par exemple, l'OM à Clermont, je ne vais pas le donner, comme ça porte ma malheur. Mais vous faites tous les résultats, 24e journée, 25e, 26e, 27e, jusqu'à la fin, jusqu'à la 34e. Et ça vous donnera le résultat final. Voilà, n'hésitez pas à le faire tous de votre côté. Et vous me mettez le résultat dans les commentaires pour savoir à quelle place termine l'OM. Voilà, vous le faites.
Et à la fin, vous mettez... donc quand vous avez fait tous les journées ici, jusqu'à la 34e, vous mettez calculate ici. Et ça vous donnera le résultat que vous avez vu ici. Voilà, ça vous donnera le résultat que vous avez vu ici. Moi, c'est 3e que ça donnait. Ouais, j'étais très optimiste. Mais vous pouvez terminer 8e, 7e, 6e, peut-être 20e si vous voulez. Non, il n'y a pas 20 équipes, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et mettez-moi votre résultat, le classement de l'OM, dans les commentaires. Allez, on va voir des statistiques. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Non, on en fait à chaque fois. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas regardé chez DT Datafoot, qui est très intéressant. D'ailleurs, il faut que je l'invite, lui. Il faut que je l'invite. Il a une petite chaîne YouTube. Il faudrait que je l'invite, qu'on parle ensemble. Alors, l'Olympique de Marseille est dans 2 stats. Je vais vous énumérer les 2 stats. C'est expected goals par tir. Donc, c'est la... Comment dire ? C'est marqué là. C'est la chance de conversion des expected goals. C'est-à-dire... la chance de marquer sur chaque occasion. L'OM est à 11% d'occasion, donc de pourcentage de conversion, de chance de conversion. Vous comprenez? Et Paris est à la meilleure conversion. C'est-à-dire que les occasions qu'on a dans la surface sont à chaque fois très dangereuses. Malheureusement, on a fait beaucoup de manqués. Les Vitinha, les Aubameyang face à Nice, le poteau, face à Metz, le loupé, face à Nantes aussi encore un autre loupé. Beaucoup d'occasions manquées de la part de nos attaquants, voire de nos milieux, nos défenseurs. Et c'est pour ça que finalement, on n'a pas le rendement qu'on devrait avoir. Le rendement qu'on devrait avoir, finalement, on devrait être dans les meilleures attaques du championnat. Voilà, on a les expected goals les plus dangereux, mais dans l'ensemble des expected goals, c'est le général, on a moins d'occasions que Paris, que Lens et que Monaco. Vous avez compris ? Et les autres choses qu'on peut parler aussi, c'est expected goals subis. Ça, c'est par contre les occasions qu'on a contre nous. Donc, on n'a pas énormément, finalement, on ne concède pas beaucoup d'occasions. On est juste derrière Nice. Nice est avec la meilleure défense du championnat. Il y a Bulka qui est un très bon gardien, mais il ne concède pas beaucoup d'occasions. Et l'OM est 2e au classement, donc avec 23,01. Donc, voilà les amis, ça concerne plutôt la défense qui fait un bon taf cette année. On a de bons défenseurs, que ce soit Balerdi, il fait une bonne saison, très bonne saison même. Gigot, voilà, il a un passage à vide en ce moment, mais sinon, dans l'ensemble, il est plutôt bon, on va dire. Memba, qui est toujours bon aussi. Et même Meite, qui est très bon. Donc, vous voyez, ça concerne un petit peu ce qu'on a là. Donc, on a une bonne défense, mais devant, on manque, on pêche devant. Voilà, maintenant qu'Aubameyang a commencé à ouvrir son ketchup. NDI qui commence peut-être à... Il va émerger maintenant. Sarr aussi, qui est bien meilleur. Pourquoi pas qu'on voit de meilleures choses jusqu'à la fin de saison et qu'on termine 3e comme je l'ai mis avant. Voilà, si vous avez compris... n'hésitez pas à me le dire et donnez-moi votre avis sur cela dans les commentaires. Allez, on va voir autre chose maintenant sur la fin de saison pour l'année prochaine. Donc ODM by 13, il nous a relayé ça. Charlie Davies, donc ça c'est un consultant du côté de CBS Sport, une chaîne anglaise, un analyste footballistique, qui avance l'idée que l'OM devrait miser sur Thierry Henry pour la saison à venir. Moi ça me plaît pas du tout. Le consultant de CBS Sport recommande à Pablo Longoria d'entamer des discussions avec l'actuel sélectionneur de l'équipe de France Espoir pour évaluer cette possibilité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Moi, pour ma part, il n'a pas prouvé en club. Il était à Monaco, il s'est viandé. Voilà, donc là, il est avec l'équipe de France Espoir. Pour l'instant, il a réussi plus ou moins ses débuts. Mais parce qu'il est bien entouré peut-être. Je crois qu'il a 2 ou 3 adjoints qui sont très très bons. Je ne sais plus c'est qui les noms. Mais moi, personnellement, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si c'est pas juste la hype du nom. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, peut-être, je sais pas, dans les commentaires qui vont me répondre, qui aiment Thierry Henry. En tant que joueur, oui, d'accord, moi je l'aimais bien, Thierry Henry, en tant que joueur. J'aime pas trop la personne, et je le trouve trop hautain. Même s'il est marrant, parfois, il me fait rire, mais bon. En tant que joueur, c'était bon. En tant que personne, peut-être pas trop. Et en tant que coach, encore moins. Bon, en tant que coach, pour moi, il n'a rien prouvé. Donc autant ne pas prendre lui pour faire des tests. Parce que là, on n'a pas besoin de tests. L'année prochaine, il faut avoir un coach qui ait du vécu. Faut pas de jeunes qui débutent, pas de Habib Bey comme j'ai entendu certains, pas de Thierry Henry, pas des jeunes qui vont débuter. Vous voyez, il faut un mec qui connaît, qui a un vécu, soit européen, peu importe, ou soit un vécu en Ligue 1. Ça, c'est mon avis. Je veux pas de Thierry Henry. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est pour l'année prochaine, hein, je parle. Après, si on garde Gasset qui réussit sa fin de saison, je ne serai pas contre. Hein, on verra ce que ça donne. Hein. Pour l'instant, on en est loin. Allez, on va terminer sur un... Non, il y a encore un autre sujet après. On va aborder un sujet qui n'a rien à voir avec l'OM, quoique si, puisque je vais parler de l'OM aussi dedans. La FIFA qui a lancé un outil de classement des clubs en ligne sur FIFA.com que je vais vous ouvrir juste après. Donc je ne vais pas cliquer sur le lien, mais je vais vous ouvrir parce que je l'ai déjà ouvert, hein, le site. Pour tenir les fans informés des progrès de leur équipe dans la course pour atteindre quoi? La première Coupe du Monde des clubs en 2025. Il y en avait déjà avant, mais il n'y avait que 7 clubs, je crois, concernés, 7-8 clubs. Cette fois, il y aura 32 clubs, ça va être une Coupe du Monde des clubs qui va se passer en été à partir de 2025. La première aura lieu aux États-Unis si je ne me trompe pas.
Les clubs déjà qualifiés pour la première édition de la Coupe du Monde de la FIFA sont les suivants. Donc on a les clubs africains, donc il y a le Wydad Athletic Club, c'est le club marocain. Il y a Al Ahly, c'est le club égyptien. Les clubs d'Asie, c'est Arabie Saoudite, c'est Al Hilal. Et Diamant Rouge d'Urawa du Japon. Pour les Européens, on en a déjà 8. Chelsea, Real, voilà, vous les voyez tous, avec Paris aussi, Porto, Benfica, j'ai envie d'éternuer, Inter, Manchester City, voilà, donc voilà tous les clubs. Il y a environ, alors je crois qu'il y a 8 clubs européens ici, voilà. Et si on regarde plus loin, on va sur le site directement, voilà. Il y aura toutes ces places de disponibles. Donc, vous voyez, j'ai mis en bleu les clubs de l'UEFA, donc de l'européen. Il y en a déjà 8 qui sont qualifiés, ça ne bougera pas pour Paris et tous les autres. Et il n'en reste que 4 places. Donc, il reste que 4 places. Alors, dedans, sur le site qui a marqué ici, là, voilà, si vous voulez que je vous mette le lien dans la description, je vous mettrai le lien dans la description. Et ben, vous pouvez consulter comment ça fonctionne, le nombre de points qui seront attribués à tous les clubs. Il faut que c'est... Par contre, tous les clubs, il faut qu'ils jouent la Champions League. Donc, l'OM, à mon avis, ça va être difficile pour qu'ils se qualifient. Concernant le classement, voilà, vous voyez le classement. Actuellement, Manchester City est premier. Ils sont déjà qualifiés puisqu'il y a une bande verte sur le côté gauche. Tous les bandes vertes et les bandes oranges, ce sont les qualifiés normalement, je crois. Derrière, on a les clubs et vous voyez bien le classement de l'OM. Si on descend, on descend, on descend, on descend. L'OM est 36e. 36e. Et il faudra doubler tous ces clubs-là. On voit même que Lille est devant nous. Donc ça va être compliqué pour l'OM de se qualifier pour la première Coupe du Monde de 2025. À mon avis, on n'y arrivera pas. À moins d'une dinguerie l'année prochaine. Parce que c'est l'année prochaine qu'il faudra faire un max de points. Cette année, on ne peut pas se qualifier en Champions League. Je veux dire, on n'est plus en Champions League. Donc l'année prochaine, il faudra se qualifier en fin de saison. Pourquoi pas si on y arrive en gagnant l'Europa League ou en étant dans les 3-4 premiers. Pourquoi pas l'année prochaine en faisant un gros parcours et remontant au classement. Je ne sais pas si ça peut se passer. Mais voilà, plus ou moins. Ce n'est pas le classement, le même classement que l'UEFA. Je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas que ça concerne ça puisque ça vous énumère un petit peu les points qu'on peut engranger là-dedans. Voilà, je vous mettrai le lien de ce truc-là dans la description. Allez, on y va. On va avec le dernier sujet. Un petit sujet léger qui concerne encore les coachs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce mercredi, donc hier, dans l'émission de Super Mercato Show sur RMC, Eric Dimeco, qui est bien bavard en ce moment, a invité Zidane à reprendre rapidement et rebondir rapidement un club. Et y compris à la tête d'une équipe de plus faible envergure ou en crise. Donc, il dit de plus faible envergure. Donc, ça concerne peut-être, on peut le penser. Pourquoi pas l'Olympique de Marseille? Ou en crise en plus. L'Olympique de Marseille qui était en crise il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Je ne vais pas ouvrir l'article parce que c'est trop long. Mais qu'est-ce que vous en pensez de cela? Est-ce que vous y croyez toujours? Parce qu'au bout d'un moment, il va devoir revoir ses émoluments financiers, ses exigences, point de vue sportif et tout le reste à la baisse. Voilà, si il n'arrive pas à avoir l'équipe de France, parce que c'est ce qu'il attend peut-être en premier lieu, et que Deschamps va s'attacher à l'équipe de France, parce que imaginons que l'équipe de France gagne l'Euro, ça peut se passer. Est-ce que vous ne pensez pas que Didier Deschamps va encore relancer pour 2 ans, pour une prochaine Coupe du Monde? Moi je le pense, hein, je le pense fortement. Deschamps, il est implanté en équipe de France, et il ne va pas la lâcher s'il réussit cet Euro. Donc Zidane, il va devoir reprendre un club, quoi qu'il arrive. Donc moi je pense que Zidane pourrait reprendre un club à moyenne envergure. Alors, je dis l'OM, voilà, parce que voilà, ça concerne l'OM la vidéo. Mais ça peut être aussi un autre club comme la Juve, voilà, qui vont être peut-être en recherche de clubs. La Juve qui ont moins de moyens des grands clubs, hein, parce que c'est plus la grande Juve pour l'instant. Mais ça peut être la Juve ou... il y a United, par contre, qui a beaucoup de moyens, qui peut, pourquoi pas, le recruter. Et il y avait le Bayern pendant un moment, mais je le vois pas aller au Bayern. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur cela. Et on va terminer la vidéo comme ça. Voilà, c'est une petite vidéo. Ah non, 33 minutes quand même, je pensais faire moins. Mais voilà, je suis assez bavard. Donc les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement. Et faites-moi une petite note sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, l'abonnement, le like et tout le team. Vive le foot chez Savage Foot. On se retrouve demain matin. Et normalement, il devrait aussi, dans la journée peut-être... L'information pour avoir la conférence de presse d'avant-match face à Clermont, ça tombe soit aujourd'hui, soit demain matin. Si c'est demain matin, je vous le relayerai demain matin. Allez, vive le foot chez Savage Foot, encore une fois. J'ai encore bafouillé. Vive le foot chez Savage Foot et allez l'OM. Ciao, ciao.